Julien Joubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre studio pour cette rencontre sortie de scène. Alors, dans notre cas, je vais dire ce qui est, on se connaît bien. On a même fait déjà la toute première rencontre peut-être sortie de scène. Pas dans le même cadre, exactement. Exactement, sur la place Pi au Festival d'Avignon. C'était, comme on peut dire, un crash test. Et donc, on se connaît bien, on se tutoie. Donc là, je vais te poser la première question que je pose à chaque fois. J'ai pas tellement d'imagination. Comment tu te présentes quand on dit qu'est-ce que vous faites, qui êtes-vous, qu'est-ce que tu dis? Compositeur. C'est vraiment le cœur de mon métier. Donc j'écris de la musique depuis un peu plus de 30 ans. Et compositeur, en fait, ça implique plein de choses. Alors, dans mon esprit, ça implique plein de choses. Dans celui qui entend ce mot, je ne sais pas ce que ça implique. Compositeur, généralement, pour les gens qui connaissent la musique classique, c'est un type mort. Donc moi non, je suis plutôt vivant, même bon vivant si tu veux. Et puis mes compositeurs, oui, des fois aussi on peut imaginer un artiste un petit peu perdu dans sa tour qui jette des feuillets pour que l'humanité progresse. Et moi non, je me sens très artisan, très au contact de l'interprète. Et l'interprète, je pense que ça peut être tout le monde. Donc j'écris de la musique pour des adultes professionnels, des adultes amateurs, des enfants parfois dans des ensembles prestigieux qui chantent beaucoup, des maîtrises, et puis de temps en temps des conservatoires, des écoles. Enfin, je pense que la musique doit être partagée par tous. Et mon travail de compositeur, c'est permettre de diffuser cette musique-là au maximum. Donc la mienne, évidemment, mais aussi celle des grands maîtres, Mozart, Bach, Beethoven, Schubert, etc. Et puis des plus petits, que j'aime bien aussi, les chansonniers ou même les compositeurs des années 80. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que, ou bien d'aujourd'hui bien sûr, mais je commence à vieillir un peu, donc heureusement qu'il y a mes enfants qui m'expliquent ce qui se passe aujourd'hui. Mais voilà, donc compositeur, pour moi c'est un musicien et c'est au service des autres, quoi. Et qui compose, c'est-à-dire composer, ça vient de mettre ensemble des choses qui sont a priori... C'est un mot magnifique, ça. Je dis ça dans un de mes spectacles. Composer, ça vient de cum, qui veut dire avec, et ponere, qui veut dire poser. Parce que je me mets un peu en opposition avec certains de mes confrères. Alors dans le spectacle, je fais un peu un gag en disant qu'ils ont un peu le melon, mais j'en ai beaucoup qui se disent créateurs. Ah oui. Et créer, moi je préfère le mot compositeur, comme un fleuriste qui compose des fleurs, qui compose des bouquets. C'est pas lui qui invente les fleurs, quoi. Il compose, il dispose harmonieusement des fleurs pour composer un bouquet. Moi je dispose harmonieusement, si possible, les notes pour faire une composition. Voilà. Une composition de son. Ben oui, et puis c'est pas moi qui invente les notes, quoi. Ah oui. Et ça me pose pas de problème. Et voire même, c'est pas moi qui invente les motifs. Puisque, là, quand même, ça fait déjà un moment qu'on joue sur à peu près les mêmes motifs. Ça me pose pas de problème, en fait. Les motifs et même les sons et la qualité des sons. Il y a l'idée qui me vient de Ravel, qui aimait bien faire jouer des parties de violon à des contrebasses. Oui, c'est ça. Alors, inversement. Bien sûr. Alors, de temps en temps, quand même, quand j'écris de la musique symphonique, je l'écris avec mon frère Clément, qui est un musicien hors du commun, qui est un orchestrateur hors pair, et de temps en temps, moi j'écris la musique sur plusieurs portées, en disant ça c'est pour les cordes, les bois, les cuivres, les bois, les percussions, ils devraient faire ça, etc. Et de temps en temps, il me met un contre-champ que j'avais imaginé, un petit instrument un peu léger, flûte ou au bois, et puis lui il dit tiens, je pense que là je l'ai mis au trombone, je pense que c'est une super idée. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Puis il me convainc souvent. Ah ouais. Et de temps en temps, grâce à lui, je vis ce que chacun peut vivre en écoutant du Ravel, par exemple. Moi, j'ai ça dans ma propre musique, grâce au travail de mon frère. Et ça, c'est un bonheur, quoi. C'est ça. Pour toi, Ravel, il vient faire dire certaines choses, exprimer certains sentiments par des manières détournées, avec des fragilités. Aujourd'hui, l'expression du sentiment, c'est un truc compliqué. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion et j'ai aucun problème. C'est-à-dire que peut-être quand on est enfant ou adolescent, on a un petit peu de mal à supporter cette sensibilité ou cette hypersensibilité, comme on dit aujourd'hui. Adulte, c'est une force. Moi, je le sais qu'être sensible, c'est la chose qui me fait avancer. Et donc, partager la sensibilité et donc les émotions, c'est mon but, en fait, en écrivant de la musique. Sauf que je sais que beaucoup sont un peu rétifs à laisser exprimer les émotions. Alors, utiliser un moyen détourné comme celui dont tu parles, là, de Ravel ou d'autres,
et bien il y a un truc où tout à coup, paf, on s'y attendait pas, et puis par derrière, il y a l'émotion qui arrive, et on se laisse submerger. Ça me plaît bien. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà un peu raconté, mais j'ai envie de te le redire à toi. Dans Les Noces de Strehler, que je connais très bien, mon père en a été l'assistant, il a remonté pendant 30 ans à l'Opéra de Paris, et Strehler, il avait cette manière de justement faire l'ascenseur émotionnel à des moments qui peuvent être contre-intuitifs, mais par exemple, quand Figaro retrouve sa mère et son père, alors qu'il est censé se marier avec Marceline, il apprend que c'est sa mère. Donc il y a un côté un peu drôle quand même déjà à la base, mais il suit vraiment ce que Mozart a suggéré. Il joue à fond le commedia dell'arte et le rire, juste avant de rentrer dans le sextet magnifique. Donc par exemple, il y a Bartolo, son père, dit « Ecco tua madre ». Figaro balia, ma nourrice. Non, tua madre. Sua madre, cosa sento. Et pendant ce temps-là, Bartolo dit « Ah mais si c'est sa mère, comme c'est moi le père, parce que c'est moi qui ai... » Et donc il réagit, et puis il fait ce que faisait Strehler, qu'il adorait, une fausse sortie. C'est-à-dire qu'il dit... il se retourne et il s'enfuit. Il fait 2 pas, et là, Marceline dit « Ecco tua padre ». Et il se fait bloquer, comme la commedia dell'arte, comme Pantalone, et tu vois, c'est un archétype de... Et là, on a du rire. Et ce qui est génial, c'est qu'on rentre par le rire, parce que c'est très drôle, dans le riconosce un truc très très beau, très très langoureux de l'amour de parents pour leur enfant qui est tellement important, quoi. Et c'est très bien joué de ne pas avoir peur d'aller bien dans le bouffe pour ensuite... C'est important, bien sûr. Mais le rire est quand même un des moyens... les plus, comment on dit, les plus naturels, c'est-à-dire que pleurer, les gens s'en empêchent et ont une sorte de conscience de « oulala, je suis en train d'être ému, essayons de pas pleurer, essayons de pas le faire, etc. » Mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, me regardaient, quand on regardait une scène un peu émouvante dans un film, ils me regardaient en disant « Est-ce que tu pleures ?» Alors, je faisais exprès devant mes enfants de laisser pleurer facilement, mais eux, je sentais qu'il y avait un truc de « faut peut-être pas que je pleure, pas que je pleure ». Et le rire, c'est beaucoup plus difficile de réfréner un rire. C'est-à-dire que pour peu qu'on soit vraiment drôle, le rire, il est tellement naturel, et paf, et là, on lâche une vanne, ce qui fait que tout à coup, une vanne, au sens... les vannes sont ouvertes, disons, et là, quand tout à coup, il y a le truc émouvant qui vient derrière, on n'a pas pris la peine de refermer le tuyau, quoi. Ce qui fait que l'émotion, elle est au maximum. Et alors là, on pleure, mais tellement. Passer du rire aux larmes. Ouais, mais c'est tellement... C'est ça. J'essaye dans mes one-man shows, donc je fais 2 one-man shows autour de la musique classique. Ouais. Et, tiens, on va montrer d'ailleurs. Donc je parle très sérieusement. Alors là, je suis pas toujours très intelligent. Là, là j'ai ça, c'est une histoire de la musique en 80 minutes. Ouais, c'est ça. Alors là, pareil, là, je parle de compositeurs qui me sont chers et parfois qui sont peut-être un peu hard pour le public qui ne connaît pas en musique. Je parle des anciens comme Guillaume Dufay ou Josquin des Prés. Mais pareil, je le fais avec beaucoup de rire, enfin des trucs un peu rigolos, voire même, comme tu disais, un peu... je ne sais pas si on va dans le... Si c'est bouffe, mais quand même, si, quasiment. Et puis je fais un peu, même des fois un peu le balourd, quoi, pour essayer d'être convaincant. Et puis ensuite, je balance la musique de Josquin des Prés, et là, les gens sont mais ébahis en fait de cette composition-là. Et oui. Donc ça... Et le deuxième spectacle, j'en profite puisqu'on est Tout le monde écrit des chansons. Alors là, je mets le public en position de compositeur lui-même. Donc je donne en gros, une leçon de solfège traditionnelle, enfin semi-traditionnelle, c'est-à-dire je donne des vrais éléments de composition, comment on peut comment on peut faire avec une histoire de carrure musicale, une histoire de ce que c'est qu'une tonalité, ce que c'est que plein de choses vraiment importantes pour réussir à composer.
mais pas si difficile que ça à comprendre, d'autant que je le fais avec des sketchs, quoi. Et donc les gens, par le rire, tout d'un coup se rendent compte que quand on est arrivé au deuxième principe, le premier a été finalement bien acquis, et puis on peut en fait, pour pouvoir rire aux blagues, il faut comprendre ce que tu dis. Donc oui, il y a un petit effort un peu inconscient j'ai quand même envie, je vois bien que c'est rigolo, mais bon, ça se fait vraiment sans heurts, c'est pas conscient, cet effort-là, l'effort il se fait naturellement. Ouais. Et donc tu disais juste avant, ce que tu vois comme compositeur, tu travailles avec le public, et puis tu crées aussi. Ah oui, à la fin, dans Tout le monde écrit des chansons, on crée une chanson avec le public, mais il le fait pas comme une petite improvisation où il lance un truc et puis c'est moi qui travaille. Il le fait et puis ensuite il est en conscience. C'est-à-dire que comme j'ai donné les éléments avant, bien ça s'interpelle dans la salle. C'est mais non, il faut faire ça, etc. Et à la fin, la chanson est construite. Et alors parfois, j'ai joué un peu plus de 100 fois, donc sur les 110 fois où j'ai joué, il y a des chansons qui auraient pu rester, c'est-à-dire que ça aurait pu devenir une vraie chanson. J'aurais pu le retravailler un peu et puis dire voilà, c'est une chanson. Et puis d'autres où le temps d'une soirée ça tient, mais je sais très bien que quelques heures plus tard, même les gens eux-mêmes qui sont sortis du spectacle pendant leur repas, après, ça fait comment déjà ? Et là, on sent que le motif initial était pas suffisamment fort. Ah ouais, donc toi tu as cette expérience, tu vois. Moi je le sais, le public le sait pas, et peu importe. C'est intéressant justement de les et tu les enregistres, ces chansons ? Non, au début je les enregistrais en me demandant ce que j'allais en faire, et puis finalement non, parce que c'est ça qui est joli aussi. C'est-à-dire que c'est la chanson de la soirée. Et alors après j'ai des gens qui reviennent à mon show, qui sont venus même des fois 3 fois, 4 fois, en amenant à leur tour leur épouse ou leur époux, et puis ensuite leurs enfants, puis les parents, puis des amis, etc. Ça me fait plaisir parce que à chaque fois ils sortent en disant oh là là, j'ai essayé de proposer la même chose que la dernière fois, mais c'est une autre idée qui a primé, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a chanté plus fort, ou bien avant, ou je sais pas quoi. Et, on n'a pas du tout fait la même chanson. Je dis non, heureusement. Sinon ça serait triché. Donc je n'ai pas peur des gens qui reviennent, ça sera jamais pareil. Oui. Et donc pour toi, la chanson, c'est qu'est-ce que tu vois comme différence déjà entre avant on parlait des cases, entre l'opéra, la chanson, les chansonniers, les opérettes, les comédies musicales. Pour toi, c'est toutes ces étiquettes, t'en fais quoi ? J'ai beaucoup de mal avec les étiquettes, mais évidemment, il y a des styles différents, comme dans les livres. Un bouquin de science-fiction, c'est pas la même chose qu'un roman romantique, disons, ou d'une histoire d'amour, ou bien un truc d'initiation. Donc, je suis bien d'accord qu'il y a des genres différents. L'opéra... j'ai l'impression que le genre qu'on donne, ça donne un signal à l'auditeur ou au spectateur de la quantité d'efforts à faire. C'est-à-dire que quand on dit vous allez voir un opéra, l'auditeur il se prépare et dit ça va être un peu long. Quand il va se passer une scène, peut-être on va mettre 8 ou 10 minutes à comprendre, à ce que la scène se passe. Donc un coup de feu met 10 minutes finalement dans un opéra. Donc, ça dépend desquels, mais ouais, c'est vrai. Donc c'est quand même quelque chose de complexe, mais ça l'auditeur est prévenu parce que ça s'appelle opéra. Si on appelle ça une comédie musicale, le coup de feu, il faut qu'il soit subi, et puis ça ressemble à un film en fait d'Hollywood, disons. Une comédie musicale, c'est presque la réalité. Avec des codes, on sait que normalement, il y a une scène parlée, une scène chantée, une scène parlée, une scène chantée. Alors évidemment, tout le monde essaye de casser tous ces codes-là. Donc je ne suis pas contre le classement par genre. Pour pouvoir justement casser. Oui, c'est ça. Mais évidemment, c'est ça qui est rigolo. C'est une fois qu'on maîtrise les cases, on va dire, on peut sauter d'une case à l'autre. Pour reparler de Ravel, c'est Ravel qui disait « L'enfant et les sortilèges, c'est une fantaisie lyrique », par exemple. Ouais, des fois, j'aime bien... Parfois, je ne sais pas comment écrire dans les œuvres que j'écris. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dis opéra pour chœur ou bien fantaisie lyrique? J'ai utilisé ça il n'y a pas longtemps. Ou conte musical, ou bien comédie musicale, ou bien... Finalement, j'essaye d'inventer des trucs, ou reprendre des mots à la Rameau, vous voyez, des trucs un peu
peu désuet, où je me dis, oh, c'est bien parce que ça donne aucune indication. Menuet, tu peux prendre des trucs, ou toccata. Toccata, toccata catastrophe. Par exemple, j'écris beaucoup de mélodies pour chœur, ce qui est une aberration. Oui. Puisque une mélodie, normalement, c'est une voix seule accompagnée par un piano, un orchestre ou un ensemble instrumental. J'écris beaucoup de mélodies pour chœur parce qu'en fait, le chœur va être au service du texte que ma mélodie porte. Oui, moi, ce que tu demandes aux choristes, c'est qu'on comprenne ce qu'ils chantent. Ah oui, ça clairement. Mais moi, je suis directeur d'une structure qui s'appelle la Musique de Léonie. On a plein d'ensembles et ça va des professionnels avec lesquels on a fait pas mal de disques, autant de mes compositions sur Verlaine, Ronsard, Yourcenar, Peggy, j'en oublie. Et ça, ces disques-là, c'est sûr que c'est comme si on lisait le poème. Enfin, avec ma lecture, puisque j'ai posé mes notes sur leurs mots, mais c'est le texte qui gagne. Et puis, quand on travaille avec nos chœurs amateurs, enfin d'adultes amateurs, ou bien les chœurs d'enfants, etc., c'est toujours le même souci du texte. Ce qui compte, c'est que le public il soit emmené soit dans la poésie, soit dans l'histoire qu'on raconte. Et la musique est là pour servir un texte et pas ça t'arrête parce que vraiment quand j'ai travaillé à l'Opéra de Paris comme assistant la première fois, c'était en 2010 pour les Noces de Figaro, et c'était Philippe Jordan qui dirigeait, qui était directeur musical de l'Opéra de Paris pendant longtemps. Et au début, c'était assez... Philippe Jordan, il a un côté un peu suisse-allemand, assez distant, très courtois mais très distant. Et on se rencontre, bonjour, on commence à travailler. Et là, pareil, ils s'animent et ils sont vraiment travaillés main dans la main avec mon père à la mise en scène. Et je pense que c'est ça aussi, une chose délicate de l'opéra, c'est ce que Strehler disait, il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse la musique, l'orchestre et la mise en scène. Mais on n'a pas trouvé quelqu'un qui soit assez bon dans chaque domaine. Et donc, on est obligé de cohabiter. Et la cohabitation est cruciale. Mais pas forcément, ça ne doit pas forcément être dans une entente. Strehler se bagarrait avec Scholti. Ils ont quand même réussi un super spectacle. Mais là, en tout cas, avec mon père, ça marchait très bien. Et justement, Philippe Jordan, il travaillait, tu parles du texte, il travaillait que ça, en fait. Parce qu'en fait la musique là normalement on l'a, tout le monde la connaît, les gens savent chanter quand ils sont là et donc il disait, je me rappelle, sortite plus de S, plus de P. Il disait ce que ma prof de théâtre me disait. Moi au même moment j'étais en train de travailler aussi le chant lyrique et la déclamation avec une prof qui s'appelait Nita Klein, une tragédienne formidable, qui me parlait de la manière de mettre la langue à tel endroit de la bouche et d'appuyer suffisamment sur chaque consonne pour que chaque consonne pèse autant et que le sens passe plus facilement. Bien sûr, mais au début de mon Tout le monde écrit des chansons, je fais une petite séquence sur les accents toniques. Et je vois bien aux réactions du public que les gens n'ont aucune conscience de l'accent tonique en français. On parle français comme M. Jourdain fait de la prose, quoi. C'est-à-dire que on dit que le français se chante moins bien que l'italien, ce qui n'est pas faux, parce que l'italien, l'accent tonique, il est à l'avant-dernière syllabe. Donc n'importe quel mot italien a une dernière syllabe après qui va faire s'envoler le mot, en fait. Ça suggère toujours un rythme. C'est toujours musical et puis léger. Alors qu'aujourd'hui, là, la séquence que je fais dans mon spectacle, c'est si on dit « aujourd'hui, j'ai mangé du camembert », bon, c'est pas la phrase la plus poétique du monde, mais c'est celle que je sors. Et ben, le français naturel, c'est « aujourd'hui, j'ai mangé du camembert ». On met les accents à la fin des mots. « Aujourd'hui, j'ai mangé du camembert ». Et en fait, camembert, si on devait mettre ça en musique, c'est quand même très difficile. Camembert. Il y a ber, ça termine sur ber. Ouais. Alors que, évidemment, en italien, on ne dit pas camembert, mais si on le disait, on ferait camembert, un truc comme ça. Camembert. Ouais. Et déjà, camembert, il y a un truc un peu... Et donc, il faut qu'on trouve des petites possibilités de changer. Et or, en français, on a une habitude, enfin, il y a quasiment une règle, c'est si quelqu'un ne comprend pas un mot, quand on va lui dire « Ah, t'as mangé du gruyère ?» Non, du camembert. Et là, on va répéter en accentuant le début, on va dire « Non, du camembert. » Et finalement, on va accentuer le « K ». Ce qu'on ne ferait pas naturellement, on ne dirait pas « Aujourd'hui, j'ai mangé du camembert ». Sauf si on ne comprend pas. « T'as mangé du gruyère ?» Non, du camembert. Et là, ça veut dire que quand on met en musique, on peut décider de modifier un peu l'accent tonique. C'est ce qu'ils font tous dans la variété, hein.
tu m'as quitté, mais je survivrai. Si tu fais tu m'as quitté, mais je survivrai, ça a beaucoup moins d'effet que tu m'as quitté, mais je survivrai. Et ils décalent. Alors, des fois, c'est un peu trop de pathos, un peu de machin, etc. Mais c'est un moyen. Quand on sait le décrypter, quand on a maîtrisé que, attends, il décale un peu l'accent tonique pour ça, je pense que là, on s'éclate nettement plus avec notre langue. Mais c'est marrant parce que tu parles de musique et de théâtre, etc. Moi, je pense qu'un acteur doit être un peu musicien, forcément. Et d'ailleurs, on parle de ça y est, le nom m'échappe, De Funès. Oui. De Funès était musicien. Bah oui, la notion de rythme, on voit que lui, il maîtrise. C'est crucial. Et je dirais même l'inverse. Je pense qu'un musicien doit être un peu acteur. Mais tout à fait. C'est-à-dire que... Et en fait, quand on parle, on chante. Là, on choisit. Quand on parle, on en a. Alors moi, j'ai une sorte de problème. Alors, j'essaye de trouver des gens qui pourraient me... D'ailleurs, je lance un appel. Appel. Je lance un appel. Tu connais la synesthésie, les gens qui, quand ils entendent de la musique, voient des couleurs. Messiaen, par exemple, quand il entendait un accord, il dit « Ah oui, c'est bleu avec des reflets roses, etc. » Et moi, c'est quand j'entends un mot, quand j'entends une phrase, pour peu qu'elle soit un peu poétique, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour peu qu'elle soit un peu écrite, j'entends la musique qui va avec. C'est-à-dire que je n'ai aucun mérite, quand j'écris des mélodies, j'ai aucun mérite parce que la musique m'est donnée par le poète. J'entends, quoi. Quand on dit demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, j'entends les notes. Et là, ça ferait quoi, par exemple, demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne? En fait, moi j'entends demain dès l'aube, forcément ça monte. Demain dès l'aube, ça fait pas demain dès l'aube. Mais ça me paraît tellement évident. C'est-à-dire que si un compositeur faisait demain dès l'aube, je fais non. Okay. Impossible. Donc moi c'est demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Ça paraît, mais c'est comme si c'était parlé, quoi. D'accord. Je ne me pose même pas de questions. C'est ça, en fait, l'acteur, il doit, c'est ce que me disait ma prof de théâtre, Nita, écoute ton cœur, écoute le battement du cœur et écoute ce que te suggère le texte. Moi, j'ai écrit en quelques jours, je crois en 5 jours, 52 mélodies sur des textes de Jean-Luc Moreau, qui est un auteur. Alors, c'est pas le Jean-Luc Moreau comédien qu'on voit souvent à la télé, c'est un auteur très connu dans le milieu poésie jeunesse. Et Jean-Luc Moreau, c'est un auteur que j'aime depuis mon enfance. En fait, quand j'avais 9 ans, je lisais un recueil qui s'appelle Le rire en poésie. Et j'ai découvert que la poésie allait m'accompagner. Enfin, j'ai su ce jour-là que la poésie allait m'accompagner toute ma vie, quoi. Et il y avait un poème de lui qui s'appelle Le tigre et le curé, qui me faisait hurler de rire. Je vais avoir du mal à le dire là, mais dans la jungle, un jour s'aventure un curé. Le tigre survient. Seigneur, se dit l'avé, fais que ce tigre soit chrétien. Comment le Très-Haut se débrouille, la chronique n'en parle pas. Le fauve, en tout cas, s'agenouille. Seigneur, dit-il, bénissez ce repas. Et donc je lisais ça à 8 ans, 9 ans, je riais vraiment. Et puis, 30 ans plus tard, je décide de mettre cette poésie en musique. Et alors, ça fait quoi? J'écris alors là... On peut la trouver sur les plateformes, les Spotify et autres. Là, je vais pas... si tu le refaisais, si tu en refaisais une fois. Dans la jungle, un jour s'aventure un curé, le tigre survint. Seigneur, se dit l'abbé, fais que ce tigre soit chrétien, etc. Et donc j'écris à Jean-Luc Moreau, je lui dis est-ce que vous accepteriez que je mette en musique cette poésie? Il dit ah mais j'adore, allez-y. Et là il m'envoie des livres de ces textes en disant si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas, j'adore la musique, etc. Et je dévore ça, mais la poésie de Jean-Luc Moreau me parle comme si c'est moi qui l'avais écrite. Enfin, c'est-à-dire que je m'identifie complètement et j'écris et je me rends pas compte, j'en écris 52 en 5 jours, ce qui est un peu monumental. Je l'appelle, je dis j'en ai fait 52. Est-ce que je peux venir vous les chanter? Ah oui, moi j'ai un piano. Et donc je vais chanter. Je lui ai fait 1 heure de concert en fait chez lui, de dos, puisque c'est un piano droit contre le mur. Lui était derrière moi avec son épouse.
Et c'est un moment formidable. Et après, on l'a enregistré. On peut le trouver sur YouTube. C'est un cycle qui s'appelle 1 an de chansons, parce qu'on propose d'écouter une chanson par semaine. Et j'ai proposé d'enregistrer ça avec mon équipe de la musique de Léonie, et mon fils, qui à l'époque était tout jeune, qui chante ça. Et bon, d'abord, l'expérience de l'enregistrement était formidable. L'expérience de la réalisation, quand j'ai chanté ça à Jean-Luc Moreau, j'ai eu l'impression d'avoir 9 ans, quoi, et de pouvoir dire merci à ce poète qui m'avait fait rêver. Et puis l'expérience de la poésie qui m'accompagne encore. Aujourd'hui, je ne fais pas que lire de Jean-Luc Moreau, mais les grands poètes, les bons poètes, parce que grand, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais les bons poètes, ça m'accompagne, ça me nourrit. C'est ce que j'aime beaucoup aussi, justement, moi, dans l'opéra, c'est les couches. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le texte, ensuite il y a la musique, ensuite il y a le jeu, ensuite il y a la scénographie, il y a les costumes, et à la fin on arrive, ou pas, à faire un tout. Oui. Et ça, chacun qui met sa pierre à l'édifice se nourrit, parce que je pense vraiment quand on saisit la poésie, quand on est touché par quelque chose, on a en même temps qu'on comprend un espace de créativité. Et on se met à créer quelque chose d'unique. Et donc c'est vrai que c'est ça qui est bien quand on travaille avec plusieurs personnes différentes, c'est génial. Et tu parlais, c'est marrant parce que tu dis la musique elle émane du texte, et tu vois dans les Noces de Figaro par exemple, il y a les récitatifs. Alors il y a plusieurs manières de faire, parce que le problème avec le classique, c'est tout le monde on peut se rentrer un petit peu dans des chapelles un peu, oui voilà, c'est ça. Mais moi j'aime bien la chapelle Sprechgesang. Ouais, c'est-à-dire de faire du parler-chanter, c'est-à-dire qu'on vient épouser ce que propose Mozart en lui faisant confiance, parce que franchement c'est bien, hein, Mozart, ouais, on peut y aller, mauvais, je crois qu'on peut le suivre, on prend pas trop de risques, et de venir que notre intention épouse sa musique, et on se rend compte que souvent en italien ça marche très bien, il amène plein de couleurs au personnage. Je pense par exemple au grand récitatif de Figaro dans le 2, a voi non tocca stare in pena per questo, a voi non tocca stare in pena per questo, ça pourrait être parlé comme ça, questo, tu connais vraiment par cœur les Noces de Figaro, quoi. Il signor Conte, c'est ça, il signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar voria il diritto feudale. Bon, après il y a la force de l'italien aussi, hein, là. Ouais. C'est suggéré par la musique. Tout à l'heure, c'est-à-dire que là la langue c'est quand même déjà magnifique, quoi. C'est clair. Mais c'est ça, en fait, l'italien, je pense qu'il aimait aussi les langues tellement, Mozart. Il voyait de la musique partout, il entendait de la musique tout le temps. Et quand quelqu'un parlait, il avait tout de suite la musique. Il avait tout en même temps, et les rythmes, etc. Après, bon, Strehler disait de Mozart, quel homme de théâtre. Parce qu'il avait tout résolu par la musique, en fait. Après, Mozart, les musiques qu'il fait sur des textes français, on sent qu'il ne maîtrise pas le français. Ah, il fait une mélodie. Critiquons Mozart. Non, mais c'est amusant, mais dans un bois solitaire, une mélodie, ça fait dans un bois solitaire et sombre, je me promenais l'autre jour. Ah ouais. Quelques petites erreurs. Ah ouais, et d'ailleurs, personne chante vraiment comme ça. On fait je me promenais l'autre. Je sais pas comment on le fait, mais on arrange de manière à ce que ça fonctionne. Ah oui, oui. Mais bon, il était plus en allemand et en italien. On peut pas tout connaître, mais alors l'italien, oui, non, il le parlait. Ça c'est vrai. Mais il y a aussi Rossini, hein, qui a tellement composé. Bien sûr, pareil. Lui, il y a une histoire que j'ai envie de raconter, parce que mon père devait, je sais plus si j'en ai parlé, mais peu importe. Mon père devait faire un film avec Robert Altman sur Rossini. Parce qu'il a rencontré Altman quand il était directeur de l'Opéra de Lille, et il lui a proposé de mettre en scène un opéra. C'est pour ça qu'il y a cette affiche, le Rex Progress de Stravinsky, mis en scène par Altman. Et ensuite, Altman lui a demandé de s'occuper de toute la partie mise en scène de tous les opéras dans le film sur Rossini, qui devait s'appeler Rossini. Et il y a eu plein d'anecdotes sur Rossini qui étaient durs, hein. Rossini, il a arrêté de composer, je crois, assez tôt. Ah, d'accord. Et il est devenu, il investit en boursicoteur et cuisinier. Pour ça qu'on a eu le Tourne-dos Rossini. Et donc, à cette époque-là, par exemple, il y a un jeune compositeur qui était, je crois, soldat, et qui arrive à enfin avoir un rendez-vous avec le maestro. Et il va le voir pour lui dire voilà, j'ai de l'argent pour n'éditer
qu'une seule composition, j'en ai deux, et j'aimerais que vous me disiez des deux, laquelle selon vous est la plus propice à être composée. Alors, Rossini, édité, ouais. oui, édité. Rossini dit oui, bah allez-y, mettez-vous au piano. Et donc le mec se met au piano, tout stressé et tout, puis il fait plein, et Rossini dit publiez l'autre. Donc il avait ce truc assez méchant. Et puis un jour, je sais plus comment, il se fait inviter par alors j'ai pas tous les noms, mais par un prince qui lui commande un opéra, qui lui dit venez à composer un opéra pour nous, ce serait formidable. Vous venez dans le palais et vous êtes chez vous. Alors Rossini, bah super, il vient. Et puis, il est chez lui, il fait la fête tous les soirs, il mange, il danse. Puis, le prince, au bout d'un moment, il se rend compte que ça avance pas des masses, tu vois. Et donc, un matin, Rossini est réveillé par des bruits de marteau. Tac, 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 tac. Ils ont muré la porte. Ils ont mis du bois. Pour qu'il puisse bosser. Ils ont installé une petite poulie avec un panier. Et il s'est mis à la fenêtre, il a dit voilà, nous on vous envoie la nourriture et vous envoyez les partitions. Et donc il lui montait la bouffe, il devait écrire et il redescendait les partitions. Et il a écrit évidemment que l'acte 1 et cet opéra n'a pas vu le jour. Parce que il n'a pas fini quand même. Non, mais il a quand même composé parce qu'il n'avait pas le choix. Donc il y a un opéra qui a été composé comme ça, sous la torture, quoi. Mais donc c'est vrai que lui, je pense qu'il y a aussi la partie travail. Toi, tu as déjà connu la page blanche ou quand on te fait des commandes, par exemple? À chaque fois, j'ai la page blanche. J'écris de la musique de plusieurs manières. Soit c'est parce qu'en effet c'est une commande ou parce que le projet nécessite que j'écrive de la musique, soit c'est un désir personnel. Quand c'est un désir personnel, quand c'est un trop-plein d'émotions alors là, j'ai aucune page blanche, au contraire. J'ai plutôt le problème de la réalité. C'est-à-dire que j'ai plus d'horaire, je ne sais plus quand c'est l'heure de manger, l'heure de dormir, l'heure de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'inverse. Là, je suis enfermé dans ma partition et je peux travailler... bon, là, en vieillissant, peut-être que j'y arriverai moins, mais il m'est arrivé de travailler un peu plus de 24 heures de suite sans gérer, sans voir la fatigue, l'envie de manger ou quoi que ce soit. Et l'inverse, quand c'est une commande, c'est pas trop la page blanche, c'est je veux être sûr de bien comprendre qui attend quoi de moi. Et donc, quand on fait une commande d'une pièce, on a un cahier des charges, ça s'appelle, avec il faut que ça dure tant, c'est pour telle formation, tel public, on va le jouer dans telle situation. Et toutes ces choses-là me sont étrangères, moi. Je ne sais pas ce qu'on me demande. Et donc, il faut que j'arrive à intégrer tout ce qu'on me demande, et puis que ça fasse quand même mon désir à moi. Et c'est pas une page blanche, mais c'est quand même un grand moment d'angoisse totale. Pendant bien un mois, il y a un truc de « mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'on m'attend ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ?» Des fois, il y a des sujets qui sont tellement loin de moi. Par exemple, le sport. Je ne vais pas en rajouter, mais je suis pas complètement sportif. Ça serait bien, je sais pas quoi, un opéra ou une pièce, un oratorio sur le sport. Wow. Donc ça se réfléchit. Ouais, c'est pour des collégiens, ce serait bien de montrer le rapport artistique au sport. Ouais. Ça se réfléchit. On a mis un peu de temps. Je crois que c'est Mozart qui écrivait dans une lettre comment il composait. Et tu la connais, cette lettre? Où il écrit à son père en disant ce thème, je sais qu'il va bien marcher, je l'ai remis une fois. Ah, c'est pas ça. Je la connais pas par cœur, mais je sais qu'il dit qu'en fait, il se met à siffler, à chantonner. C'est ce qu'on lui raconte, c'est ce qu'on lui dit. Quand il est en voyage, quand il est en train de se balader, il chantonne des airs. Et puis au bout d'un moment, il se retrouve avec toute la musique dans son intégralité en un seul tenant dans la tête. Bien sûr, ouais. Et il dit ça, c'est le bienfait dont je dois remercier le créateur, c'est que j'arrive à super entendre la musique. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans ses écrits, dans ses manuscrits, il n'y a pas de rature en fait. Oui, et puis même je me demande si c'est pas l'ouverture de Don Juan, où il a fait directement les parties séparées, je crois. Ah oui. Peut-être la flûte. Il écrit pour tout le monde en même temps, oui. C'est-à-dire qu'il il a pas fait le conducteur et il a recopié, il a fait partition de flûte, hautbois, clarinette, basson. Oui, c'est ça.
Parce que, en fait, tu fais le conducteur et après, il y a quand même un petit travail. Oui, après, tu dois recopier chaque partie. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, l'ordinateur fait tout, mais à l'époque, tu fais le conducteur, tu écris ta partition avec 20 portées, et donc ça fait peut-être une ouverture, ça fait peut-être, je sais pas, 50 pages, 40 pages. Et puis ensuite, tu fais les 2 pages qui concernent la flûte 1, la flûte 2, le hautbois, la clarinette. Mais c'est ça, tu recopies. Et lui, comme il n'avait pas le temps, parce que je crois qu'il... Mais j'ai un doute là sur quel opéra c'est, mais je crois qu'il a écrit ces parties-là en arrivant à la première répétition, c'est-à-dire dans la voiture à cheval, hop, il écrit, et hop, voilà. Il termine peut-être par la partie de timbale, et c'est bon. C'est ça. Donc ça veut dire qu'au moment où il écrit, je sais pas, 12 mesures à compter, et bam, 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 pour la partie de timbale, il sait très bien tout ce qui se passe au-dessus. C'est ça. Tout est rentré. Ça, c'est inexplicable, un peu. Enfin, après, tout à l'heure, avant de commencer notre entretien, avant de filmer l'entretien, on parlait de se comparer. Il y a quand même des... Moi, j'ai mis du temps à mettre compositeur sur ma carte de visite. Parce que les autres qu'on connaît, c'est Bach ou Mozart, quoi. Oui, et puis d'autres, mais c'est-à-dire que faire le même métier que ces gars-là, bah, j'ai quand même conscience que non. C'est pas grave, mais j'ai quand même le droit d'écrire de la musique aujourd'hui et la mienne. Mais bon, petit compositeur, moins grand. Non, mais c'est ça, moi, c'est ce que je dis aussi, parce que tu sais, à chaque fois, je demande quel est votre conseil à la jeune génération. Et si on me demande quel est mon conseil, moi, je dis fais quelque chose de mauvais. Parce que le problème de vouloir faire bien est un frein, en fait. Et donc, si je suis acteur, je suis un mauvais acteur. C'est pas grave. Non, je le fais. Mais je suis un acteur quand même. Mieux vaut faire, C'est ça. Et tu sais, il y a une expérience qui a été faite dans un truc avec plein d'étudiants, une salle de conférence avec plein d'étudiants. Ils ont coupé la salle en 2, ils ont demandé à 200 étudiants. Oui. Voilà, ils leur ont dit réjoue cette équation du 3e degré. Je raconte toujours cette histoire, mais c'est pas grave. Si tu réussis, je te donne 200 €. Et l'autre partie de l'étudiant a dit si tu réussis, je te dis bravo et je te serre la main. D'après toi, quel est la meilleure résultat? Ah non, alors, je connaissais pas ça. Je dirais bravo, peut-être, non? Exactement. C'est bravo parce qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de stress. Et quand on a l'appât du gain de 200 €, le stress de gagner 200 €, le taux de stress réduit les connexions neuronales. Et donc, on est moins créatif, on est moins performant, on est moins bon, en fait, tout simplement. Donc, dès qu'on se met une attente en disant « faut que je sois bon », on n'est pas, en général. Mais c'est aussi ça, un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui arrive à rester quand même bon, malgré le stress. Oui, alors le stress, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, j'ai le stress à des moments où personne n'imagine que je l'ai. C'est-à-dire, quand il y a des choses qui sont un peu tendues pour l'extérieur, c'est-à-dire si j'ai une création dans un lieu un peu important, ou si j'ai avec un orchestre important, ou un chœur important, ou quand je monte sur scène. Ça, là, moi, j'ai aucun stress, jamais. En revanche, quand je présente un opéra, quand j'écris pour les jeunes, par exemple, et que je présente l'opéra aux jeunes qui vont le monter toute l'année, donc on est en septembre ou en octobre, enfin je livre ma partition et je suis devant des enfants, enfin peu importe l'âge, mais ça peut être une classe de CE1, quoi. Bien voilà, j'ai écrit cet opéra pour vous, et là j'ai un trac mais monstrueux, alors qu'ils sont plein de curiosité, plein d'envie. J'ai pas vraiment un enjeu monstrueux parce que de toute façon ils vont le travailler, puis ils ont l'habitude de faire des trucs qui peut-être au départ c'est pas exactement ça qu'ils souhaitaient, mais j'ai tellement envie de leur faire plaisir tout de suite, et puis vous allez voir, vous allez travailler toute l'année là-dessus, mais ça va vous apporter beaucoup de plaisir. Je veux que le plaisir ils le sentent dès le début, et là j'ai un stress monstrueux. Est-ce que ça va leur parler? Est-ce que ça va... C'est ça, bien sûr. Est-ce que je me suis pas planté dans l'écriture? Est-ce que j'ai fait mouche? C'est pour ça ma page blanche, enfin ma petite inquiétude. Alors que quand c'est pour un orchestre habitué, enfin professionnel, etc., j'ai pas vraiment le stress. C'est plutôt... j'ai l'impression d'avoir une place pour moi un peu plus grande. C'est voilà ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, j'assume. J'avais envie de faire ça, et bon, évidemment que j'ai envie que les musiciens me suivent et apprécient ce que j'ai fait, mais je sais pas, il y a un truc, j'ai un peu moins de contraintes que quand j'écris pour des mômes. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas 7 ans, donc j'ai essayé de me mettre dans la tête d'un enfant de 7 ans. Voilà ce que je vous propose.
Et alors quand à la fin, ils sont... Enfin, jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Hein, donc, et en plus, oui, fort de l'expérience, je devrais pouvoir arrêter ce stress. Eh ben non. Depuis 30 ans, toujours le même stress. Et les enfants, il y a un côté... ils sont vraiment connectés à une espèce de vérité. Il n'y a pas encore y a tout pas ça. De triche. C'est ça, il n'y a pas de triche. Quand dans ils aiment, ils aiment. Quand ils aiment pas, ils aiment pas. Show, sur le public, des fois j'ai un tiers d'enfants. Des fois, je joue l'après-midi, le dimanche après-midi. Quand il y a un tiers d'enfants, la salle, je sais bien que c'est pas aussi simple. C'est-à-dire qu'ils apprécient et ça fonctionne. Hein. Mais il n'y a pas le rire intelligent. C'est-à-dire que c'est que du rire, celui dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a que du rire vraiment naturel. Soit c'est drôle, soit ça ne l'est pas. Mais il n'y a pas de « Ah oui, il a dit ça parce que ça, machin. » Donc, oui, il y a moins de private joke. Ah ouais, clairement. En fait, c'est clairement. ça. On ne peut pas faire des références. L'émotion est encore plus forte parce qu'à un moment, dans Tout le monde écrit des chansons, je fais quasiment la même séquence dans l'un et l'autre. Dans Une histoire de la musique, je cite une sonate de Mozart, la sonate numéro 12, pour clavier. Et ben, la dernière fois que j'ai joué ce spectacle, il y avait pas mal d'enfants dans la salle. Dans Une histoire de la musique ? Dans Une histoire de la musique, je joue cette sonate et... Bon, je laisse imaginer que Mozart va répéter le thème à l'identique, et d'ailleurs, Mozart nous laisse imaginer ça, et puis quand il fait la reprise, en fait, il l'a fait en mineur. Et il y a un petit truc qui se passe dans la salle. Et le jour où il y a eu des enfants, j'ai entendu des « oh » comme ça. Et ça, alors exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai bien fait rire avant pour préparer le truc, et quand il y a eu le « oh », ça je fais « oh », et ça quel pied de jouer donc cette deuxième phrase. Donc la première modifiée en mineur pour un public qui est conquis et puis qui est en plus emmené par cette émotion qu'on entend là. Alors là, c'était le pied. Il y a ça en fait qui m'émeut moi beaucoup, c'est ce que je pense être la vérité, la justesse. C'est quelque chose c'est ce qui me touche en fait, c'est ça. C'est pas forcément quelque chose qui est triste. Et je parle pas mal de mon père, mais la première fois qu'il est allé voir, on lui a dit qu'il allait travailler avec Strehler. Et Lieberman lui a dit vous allez rencontrer George Strehler avant, allez voir son spectacle Harlequin serviteur de 2 mètres, Arlecchino servitor di 2 padrone. Et mon père y va et il me disait j'ai pleuré tout le long. C'est drôle, hein, Harlequin de serviteur de 2 mètres, hein, c'est Harlequin qui fait des gags en permanence et tout, et il a pleuré devant ce qu'il a perçu comme la perfection du geste, du rythme, de comment il prend. Moi j'ai vu des extraits, hein, c'était Ferruccio Fiorelli, je crois, l'acteur, et chaque geste c'est musical, c'est amené, c'est tac là, mais je vais prendre ça, et puis là je vais faire ça, et clac clac. Alors, donc ton père a senti l'émotion de la perfection aussi. C'est ça, et c'est ça qui l'a touché, et c'est vrai, moi j'ai ça aussi en fait, que quand c'est juste, quand ça me paraît vraiment vrai, c'est ça qui me touche. Et d'ailleurs, on fait un métier de mensonge, c'est ce que disait Guitry, hein, à la fin du spectacle, le public nous applaudit pour nous remercier d'avoir si bien menti. Et en fait, quand on ment si bien, je pense qu'on s'approche même presque plus de la vérité que le reste du temps. Il y a un côté... Oui, bon, moi, je n'ai pas l'impression de mentir, c'est-à-dire que je m'en sors en étant moi-même sur scène. C'est-à-dire que dans Une histoire de la musique, comme dans Tout le monde écrit des chansons, il faut pas me pousser beaucoup pour que ce soit moi entièrement. Dans Une histoire de la musique, je fais pas semblant. J'arrive en ayant des choses à dire et je l'ai dit. Dans Tout le monde écrit des chansons, le début est un peu chaotique. Je fais comme si j'étais un peu perdu, je me perds dans des anecdotes, etc. Mais ça peut arriver. C'est-à-dire que là, ça doit se voir dans notre entretien. Tu vois, on commence un truc, puis finalement on tire un autre fil. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas fini mon appel de tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. L'appel. Je me demande si c'est pas de la synesthésie, mon truc. Quand j'entends du texte parlé et que les notes me parlent directement, comme c'est les deux mêmes sens, puisque c'est Louis à chaque fois qui travaille, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu de synesthésie là-dedans? Si quelqu'un a la réponse, ça serait super qu'il me la donne. Mais c'est possible, parce que dans le cerveau, on sait par exemple que la partie de la mémoire et de la partie olfactive est très reliée. Ouais, donc il y a sûrement un truc qui... Voilà. Mais donc, moi, je mens pas vraiment. Et je crois même
Que je dis la vérité. Ben, non, que je suis jamais autant moi-même que quand je suis sur scène. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses que je m'interdirais dans la vraie vie. C'est-à-dire que parfois, tu vois, dans un repas, tout à coup, moi, j'adore la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et je suis vraiment, c'est-à-dire que quand j'ai terminé de le lire, je le recommence, etc., depuis 30 ans, et un peu plus de 30 ans. Et ben, je m'en empêche de parler de ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on sent que c'est pas possible de parler de Marcel Proust. Tu peux pas dire, comme disait Marcel Proust, alors là, à un moment, c'est, t'as fini tes trucs. Toi. Ah ouais, moi c'est marrant, je le fais quand même. alors moi j'ai conscience que des fois, faut pas. Monsieur, je suis pas là à citer les noces de Figaro tout le temps, tu vois. Non mais... Ouais, mais justement... Alors que sur scène... ils sont venus, ils ont payé, ils peuvent pas partir de toute façon. C'est écrit, mais quand même, je me laisse plein de latitude. De temps en temps, j'ai une phrase de Proust, je dis, vous savez, Proust dit que, et puis je sais pas, l'autre fois, je dis que probablement ce qui fait défaut, il parle de la musique, probablement ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Il dit, c'est pas... Donc, cette phrase de Proust, des fois, je la cite pas. Mais de temps en temps, je dis, non, mais il faut quand même que je vous parle d'un truc, là. Et donc, je prends le risque de parler de 5 minutes de ce texte. Je trouve, c'est Guitry, pardon, moi je cite tout le temps les gens, mais Guitry disait, quand on fait une citation, c'est un peu comme si on prenait un peu la responsabilité de cette phrase qui a déjà été dite, qui a déjà été pensée, et qu'on apporte comme une petite pierre déjà fournie, fabriquée, qui est solide, mais et sur scène, on compose une pensée avec des pensées existantes. C'est ça, mais sur scène, ça me gêne pas. Puisque je dis que je connais Josquin-des-Prés et Jean-Sébastien Bach, ça me gêne pas de dire que je connais aussi Marcel Proust. Lors d'un repas, je préfère parler du fait que vous avez vu, ma viande est bleue mais chaude. Ouais, c'est ce qu'on appelle du name dropping. Ouais, on pouvait reprocher à mon père de faire du name dropping parce qu'il citait. Oui, mais il parlait il parlait d'Altman à Lieberman, et de Lieberman à Strehler, etc. Enfin, je veux dire, et aussi à des gens moins connus, moins illustres. Il a la chance de reconnaître des gens qui étaient vraiment un peu au sommet de leur art et qui avaient du succès. Mais il y a aussi des gens, justement, on parlait tout à l'heure de René Lebovitz, qui est quand même beaucoup moins connu que Pierre Boulez. Et pourtant, dans son cœur et pour lui, le Lebovitz, c'est un immense musicien, un immense compositeur, un immense humain aussi, très grand joueur d'échecs. Enfin, tu vois, et il parlait de tous il avait aussi un ami sculpteur, pas du tout connu, génial, mais il cite d'ailleurs Maxime Descombins, il faisait beaucoup de citations, il faisait des maximes. Il disait par exemple, donc je vais t'en citer une, voilà, on n'est pas à table. Je suis chaud. Il disait celui qui ne marche pas au pas entend un autre tambour. Il disait aussi ne saurait exister en art de chemins établis, l'art ne passe ni par ici ni par là, l'important est d'être attentif non pas à la raison mais à l'intuition. Et c'était enfin voilà, et donc qui dit ça là ? Maxime Descombins. D'accord. Ouais, c'est un sculpteur qui est mort maintenant, mais qui était de Mâcon et qui était un ami de mon père. Tiens, il est là, il est quelque part par là, sûrement. Sur une des affiches, il avait dû lui donner des décors à faire. Et c'est lui qui a donné le nom au théâtre que mon père a créé, le théâtre de la Pleine Lune, le théâtre d'esquisse de la Pleine Lune. Il l'avait appelé. Mais il y a un côté. Moi, je cite ma prof Nita Klein, mais c'est une manière aussi un peu de justement, en fait, c'est parfois perçu comme quelqu'un qui sait des choses, alors que justement, non, moi, je donne mes clés. Voilà, moi, j'ai déjà ouvert une porte avec cette clé, et c'est cette clé. D'ailleurs, c'est un tel qui m'a filé cette clé. Et parfois, je cite des gens sans me rappeler de leur nom. Je dis, non, mais il y avait un mec qui. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Mais bon, après, c'est ça, c'est dès qu'on est en représentation, il y a moi, parfois, je m'empêche. Par exemple, chez moi, peut-être que je devrais aussi, hein, mais... non, j'ai pas de leçon à donner, j'ai pas d'idée. En fait, j'ai senti... j'aime bien lire, et quand j'habitais dans un appartement, quand j'avais entre 18 et 28 ans, 27 ans, j'avais qu'une pièce, et donc mes livres... au fil des années, on commençait à prendre de la place dans cette seule pièce qui se transformait en bibliothèque. Et je voyais bien que j'ai plein d'amis qui n'aiment pas trop lire et que c'était forcément un sujet
ah, dis donc, tes livres, quand on était chez moi, forcément, il fallait parler de ces livres. Alors que c'est un sujet important pour moi, mais j'en ai plein d'autres des sujets. Notamment, est-ce que la viande est bien bleue mais chaude ? Et donc, j'avais pas forcément envie de parler de ce que j'avais lu, ou alors de la difficulté de mon ami à pas lire. À chaque fois, je me suis remis dans tel bouquin, mais j'y arrive pas, ou je sais pas quoi. C'est pas toujours mon sujet, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Et aujourd'hui, on m'a fait la réflexion il y a assez peu de temps, pour chercher les bouquins chez moi, il faut être intime, c'est-à-dire qu'il faut soit monter à l'étage où là il y a des grandes bibliothèques. Bah, c'est drôle. C'est pas exprès, ou alors aller dans mon bureau où là pareil c'est transformé en bibliothèque. Mais dans le salon et dans la cuisine et enfin dans la véranda où on mange, etc. Il n'y a pas, à part une bibliothèque entière dédiée à Jean-Sébastien Bach où il y a des biographies, des écrits et ses partitions. À part ça, il n'y a pas d'ouvrage relié visible. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est, tu vois, par exemple, tu m'as parlé de la viande bleue, et j'ai envie de te dire... Mais chaude. Mais j'ai envie de te dire une blague qu'on m'a racontée, je ne sais plus qui l'a racontée. Je me demande si c'est pas Vincent Lindon, ou quelqu'un d'autre, sur Guitry. Sacha Guitry qui est dans un dîner... Parce qu'on parle de ça aussi, des dîners, donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces idées qui viennent, et du coup ça m'amène à... J'ai envie de... Vas-y, je suis chaud. Et donc il est invité à... Oui, toujours. Et donc il est invité à un dîner mondain, et on sert de la viande. Et les convives se servent. Et il est l'avant-dernier convive à se servir, et donc il y a 2 morceaux de viande, bleu et chaud. Il prend le grand morceau, et puis il passe le plat à la personne suivante. Et la personne, il est là, il minaude et tout. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, vous avez pris le plus gros morceau ? Et il dit, oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place ? J'aurais pris le plus petit. Il dit, pourquoi vous vous plaignez alors ? Et j'adore ça, il y a un côté, t'as ce que tu veux, quoi. Mais et justement, pour revenir sur le sujet comme ça d'exposer, c'est que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le mec qui s'autocite, c'est n'importe quoi. Non, c'est bien. Non, mais c'est de... Je t'ai mis le doute avec les citations, là. Je sens. Mais non, mais c'est ça que j'adore, en fait, justement. C'est les questions, la remise en question. Moi, j'adore qu'on me dise... maintenant, j'accueille vraiment la critique. Je suis pas forcément d'accord, mais j'adore en discuter. Attends, non, mais c'était pas du tout une critique que je faisais. Je parlais pour mon compte. Non, je sais bien. mais en fait, c'est comme, oui, je pense que quand on fait comprendre quelque chose à quelqu'un, enfin quand quelqu'un comprend quelque chose, il a un moment de créativité, et c'est ces connexions-là qui sont intéressantes. Bien sûr. J'aime bien justement le travail où tu vois, ça va dans un sens. Et moi, j'ai des idées que j'ai que parce que c'est nourri en face par c'est alimenté. Oui, bien sûr. Moi aussi. Et d'ailleurs, c'est tout le problème de l'intelligence artificielle. Les gens qui cèdent de l'intelligence artificielle pour écrire ou pour inventer, en fait, tournent en rond. C'est-à-dire que jamais l'intelligence artificielle va te balancer cette histoire de Guitry. C'est-à-dire qu'il y a... Oui. Je me méfie un peu quand même avec l'intelligence artificielle, parce qu'il commence à être très fort. Mais oui, il y a pas... En fait, il n'y a pas l'accident. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas l'accident. Je ne crois pas à ça. Évidemment que c'est formidable sur plein de trucs. Hein. Je m'en sers même pour les courriers un peu à mettre en forme. C'est tellement plus efficace que faire relire par 2-3 copains ou copines pour... des fois, c'est vraiment incroyable. Mais c'est des choses qui n'ont pas de... Maintenant, on peut pousser, tu peux faire des programmes à une intelligence artificielle. Fais-moi un site internet de A à Z. Et ils poussent, ils ont des agents qui réservent les noms de domaine. C'est assez dingue. Hein. Mais moi, je compare ça, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Bon, ça fait partie des citations sans le nom du... mais c'est comme la révolution industrielle, en fait. Avant, on mettait 5 jours à labourer un champ avec 10 paysans. Et puis un jour, il y a un mec qui se pointe avec une machine à vapeur qui dit « Moi, je te le fais en 3 heures. » Et c'était vrai. Il y a des avantages et des inconvénients. Il n'y a plus le contact entre les humains, en fait. Ils sont tout seuls dans leur tracteur et ils écoutent Nostalgie. Et c'est très dur. Mais en même temps, ça décuple les possibilités. Encore une fois, avec des problématiques. Le problème, justement, de l'agriculture industrielle, c'est qu'elle abîme les sols, parce que les sols sont faits pour la permaculture, pas pour mettre 20 hectares d'une même chose au même endroit. Mais quand même, je pense que l'accident dont tu parles, c'est ça qui fait naître
les belles constructions. C'est pas c'est le problème des intelligences artificielles, ils sont pas assez mauvais. Ouais. En fait, c'est vrai. Ils font pas d'erreur. Ça y est, j'en ai une autre. Sur Boulez, justement. Ça se passe avec Lieberman, l'ancien directeur de l'Opéra de Paris, qui avait commandé les Noces à Strehler. Et il y avait Leacock, le premier, je crois, qui avait fait de la mais je l'ai dû la raconter celle-là, mais c'est pas grave. Il avait fait le premier des images caméra à épaule. Et il y a Stravinsky et Boulez qui sont là. Et Boulez dit, il était jeune, cher maître, je voulais vous parler de quelque chose. J'ai vu quand même que dans les Noces, il m'a semblé, je voulais vous en parler. Alors Stravinsky, oui, dites-moi. Donc ils montent, ils sont chez Stravinsky. Et puis là, il ouvre la partition, il va à la page. Et puis, donc là, vous voyez, là, moi, je n'y connais rien, mais 5 mesures à 5/4, et celle-là, elle n'est pas nécessaire. Donc il la barre, et elle ne va pas. Et il jette le crayon, et Stravinsky dit, oui, c'est vrai. Et donc, il paraphe, IS, et ils redescendent. Et Lieberman dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et Boulez dit, on a trouvé une erreur. Il en pouvait plus, quoi. Lui, il était très content, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, il faut que je les retrouve aussi, mais j'ai des images de Lieberman qui dit, moi, je préférais la version avec l'erreur. Donc, c'est ça, en fait. Il y a aussi plein de choses qui ont été créées à partir d'erreurs. Même dans la musique. Bon, j'essaye, là, pour communiquer sur mes spectacles, là, parce que c'est un univers que je découvre, hein. C'est-à-dire que là, on parle de mon activité de compositeur, où on vient me chercher, etc. C'est un peu plus facile que faire l'andouille sur scène, où là, si c'est pas moi qui dis « venez voir, je fais des spectacles, c'est super. » Bon. Donc, je commence sur Instagram, sur Facebook, sur des trucs comme ça, de faire des vidéos un peu rigolotes. Donc, je cherche des sujets. Et donc, un peu tout azimut, hein. Donc la musique classique, l'opéra, la musique, la variété que j'aime aussi. J'ai commencé un truc, puis je suis pas allé au bout, d'une chanson de Michel Berger. Je crois que c'est « Il faut chanter pour ceux qui sont loin de chez eux ». Oui, c'est ça. Et à un moment, il y a un break de batterie, mais énorme, qui arrive à un moment, mais que t'attends pas. Enfin, c'est pas là qu'il aurait fallu le mettre a priori. Et ensuite, il ne s'arrête plus jamais. C'est-à-dire que t'as comme ça, mais tout le long avec une rythmique de dingue. Et c'est assez génial. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, c'est représentatif de la chanson, etc. J'adorerais voir le mec qui a glissé la piste audio là. Par erreur. Je crois. J'ai l'intuition que c'est une erreur, que le mec il l'a mis là. C'est là, Michel. Et le Michel il fait, mais non, attends, laisse, fais voir. Attends, c'est trop bien, mais remets-le en 20 fois, mets-le 50 fois, ce truc. Et ouais. Je pense que ça s'est fait comme ça. Et cette chanson que j'aime pas particulièrement, enfin, je suis pas un fan absolu, à cause de ça, et puis de toute l'histoire que je me suis faite en me disant, je suis sûr que c'est une erreur. Alors là, maintenant, je kiffe complètement. Ouais. J'en ai d'autres dans L'Aigle Noir de Barbara. Je pense que la batterie, c'est sûr, la batterie est une batterie électronique. Et ben, je pense qu'une des pistes de la batterie électronique est décalée d'une double croche à la fin. Alors, pendant longtemps, j'ai pas pu écouter L'Aigle Noir. À cause de ça, je fais, mais il n'y a personne qui entend que c'est décalé d'une double croche. C'est-à-dire que au lieu d'avoir le clac sur le temps, ça fait... Tu te dis, quand même. Et aujourd'hui, je le sais, je le partage. Là, je le partage, mais d'habitude, je le partage pas. J'ai ce petit truc de... moi, j'entends que c'est une double croche en retard. Et j'adore. Ouais, mais c'est pareil quand t'as je pense pas avoir l'oreille absolue, mais j'ai une bonne oreille, parce que ma grand-mère m'avait appris à essayer de m'apprendre à faire du violon, puis pas arriver au bout, mais ça m'a formé l'oreille. Et il y a des chanteurs, notamment des chanteurs et des chanteuses très connus, qui chantent pas juste. Et je l'entends. Et pourtant, j'adore. Il y a des moments où ça me gêne, mais il y a des moments... c'est toute la polémique sur Céline Dion aux Jeux Olympiques, où on dit que tout a été arrangé par ordinateur pendant le truc. Non, mais parce que Maria Callas chantait faux.
Ouais, enfin faux. Mais c'est pas grave. Oui. Je sais pas ce que ça veut dire faux, parce que il y a plusieurs paramètres dans le son. Hein. Il y a évidemment la hauteur du son, mais il y a aussi le rythme, le timbre, et en fait, tous ces paramètres-là sont importants, et on dirait pas d'un acteur, par exemple, quand on dit d'un acteur qui joue faux, c'est pas qu'il joue pas à la bonne hauteur, c'est qu'il a un problème de rythme peut-être. Quand il dit mais il jouait faux. Ça veut dire qu'on n'a pas senti, je sais pas quoi. Et donc là, tout d'un coup, on parle plus de la hauteur. Alors que quand un musicien, on dit il joue faux, on s'occupe que de ce paramètre. Mais admettons que Maria Callas, comme tu dis, a quelques notes qui sont pas exactement à la bonne hauteur, tout le reste est nickel. Oui. C'est-à-dire que le timbre, l'intensité, le rythme, et donc finalement, qu'est-ce qu'on s'emmerde que ce soit pas exactement à la même hauteur. Finalement, l'émotion est juste, tout est juste. Et ben très bien. Si l'ordinateur nous dit que c'est un comma en dessous, tout à fait. Non, parfois, de toute façon, juste, ça n'existe pas. Il y aura toujours un demi-hertz de décalage entre le 440 et 400. C'est parce que c'est pas possible d'avoir deux choses identiques, n'existe pas. Non, puis, donc c'est pas très grave. Oui, tout à fait. Mais moi, je fais chanter beaucoup de chœurs d'enfants. J'ai la chance d'avoir eu mes œuvres montées par des chœurs vraiment extraordinaires, style la maîtrise de Radio France, par exemple. C'est formidable, et puis j'ai énormément d'émotions quand ils montaient mes pièces. Je trouvais ça très, très, très beau. Et puis, dans le même temps, je travaillais avec une classe tout à fait normale, d'une école tout à fait normale, et donc des enfants qui ne sont pas habitués à chanter. C'était certainement pas les bonnes hauteurs, alors là, on est sûr. Mais l'implication était la même que les maîtrisiens de Radio France, et moi, mon émotion était la même. C'est-à-dire que je vais pas mentir en disant je préférais même quand ça chantait pas à la bonne hauteur. C'est pas vrai. J'avais énormément d'émotions avec Radio France, et puis cette émotion de ces mômes, donnée par ces mômes qui chantent peut-être pas à la bonne hauteur, mais avec toute la justesse du reste, de l'âme, on va dire, du cœur. Moi, l'émotion était la même, donc c'est bon, service fait, quoi. Exactement. Ouais, ce qui compte, c'est l'incarnation dans le présent, c'est clair. On arrive un peu à la fin de notre superbe rencontre parce qu'on va aller manger, en fait. Ouais, on va aller manger, ouais. Moi aussi, je suis très content. Julien, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire? De quoi tu as envie de parler? Que je joue à Avignon. Et ça, je suis très content. Je refais le Festival d'Avignon avec mes 2 spectacles. Donc une histoire de la musique à 10h du matin au théâtre de l'Oriflamme, et tout le monde écrit des chansons à la Luna à 16h10. Chez Stéphane Baquet, qu'on a reçu ici, pardon, qui était assis à ta place il y a un mois. Tu vas jouer à l'Espace Luna, où ça? Au théâtre, le Coin de la Lune. Au Coin de la Lune, oui. Coin de la Lune. Super. Et donc je suis hyper heureux de refaire Avignon. Hyper, je sais pas comment dire, excité, voilà, tout ça. Et je joue un autre spectacle avec mon frère bientôt, là, au Théâtre Galabru. Je fais 2 spectacles, enfin deux représentations. 23 avril et 7 mai, on joue un spectacle flûte et piano. Lui, c'est un flûtiste exceptionnel, vraiment. Enfin, je dis que du bien de mon frère, mais les gens me trouvent pas très objectif, mais c'est vraiment un musicien éblouissant. Et donc il joue de la flûte et moi je suis au piano. Ça s'appelle Madame Gentille et le petit flûtiste de rien du tout. Le texte est de Éric Herbette. D'accord. Et c'est loufoque, décalé. C'est l'occasion de visiter tous les tubes de la musique classique en 1 heure, et ça peut intéresser les petits à partir de 5 ans et les grands jusqu'à 2,38 m. 2,38 m maximum. Ouais, okay. Il faut quand même mettre un maximum. Ouais, on essaie de... Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci mille fois. Et puis à la prochaine.